3 jours d'échange à Bakara pour doter le théâtre d'un cadre juridique et éthique en matière de santé numérique. Protection des dossiers médicaux, sécurisation des plateformes, consentement éclairé. Les enjeux sont majeurs. Détail dans un instant. Entre annonce officielle et réalité du terrain, le décalage se confirme. Sur le chantier du 3e pont sur le Chari, nos reporters ont constaté un retard préoccupant. Travaux inachevés, calendrier dépassé et riverains de plus en plus sceptiques. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue. Un atelier national s'est ouvert ce mardi à Bakara pour encadrer l'usage des données de santé numérique. Pendant 3 jours, experts et autorités vont poser les bases d'un cadre éthique et juridique adapté à cette nouvelle ère. Aimé Dolinasso pour tous les détails. Comment garantir la confidentialité des données médicales? Comment protéger les patients à l'ère des plateformes numériques? Depuis ce matin, experts tchadiens et partenaires internationaux se penchent sur ces questions à Bakara. Un atelier de 3 jours pour poser les fondements juridiques d'une gouvernance numérique responsable dans le secteur de la santé. Le programme national santé numérique a été conçu comme une réponse stratégique aux multiples défis sanitaires auxquels notre pays est confronté. L'accès inégal aux soins, la faible disponibilité de spécialistes dans certaines zones, le manque d'interopérabilité des données ou encore l'inefficacité de certains processus de gestion sanitaire. Au menu, l'élaboration d'une loi sur la protection des données de santé, mais aussi d'un cadre éthique aligné sur les standards internationaux. Un engagement qui s'inscrit dans l'axe 1 du plan stratégique national de santé numérique adopté en 2024. C'est juste pour être à côté du ministère et féliciter le ministère pour l'évolution et qu'ensemble nous devons arriver à avoir des dispositions pour que la santé numérique soit vraiment effective au Tchad, pour permettre à tout le monde à des différents niveaux pour avoir accès à la santé. À l'issue de l'atelier, les textes seront transmis à l'Assemblée nationale. Ils serviront de socle à un système de santé numérique mieux encadré, protecteur des droits et adapté au contexte tchadien. Le quartier de Farsha Majorio dans le 1er arrondissement de N'Djamena est secoué par une vive tension foncière. La mairie a lancé une opération de déguerpissement évoquant des occupations illégales. Mais les habitants résistent. Ils brandissent des titres fonciers et décisions de justice. Un bras de fer qui révèle les contradictions du droit foncier tchadien. Abakar Lambert, Bomto Constant pour plus de détails. À Farsha Majorio, l'inquiétude grandit au rythme des tensions. Depuis plusieurs semaines, les habitants vivent sous la menace d'un déguerpissement. Des avis d'expulsion leur ont été adressés par la mairie du 1er arrondissement, les sommant de quitter les lieux. Pour Issaka Ali Ibrahim, représentant des riverains concernés, cette décision est injuste. Selon lui, la plupart des familles possèdent des documents légaux, certains validés par des jugements de tribunaux. On a poursuivi à la justice, le justice nous a donné la grosse. Il a dit que non, ça c'est le quartier habitant. Et on est habitué, et maintenant nous voulons venir, nous les autres, on n'a pas l'argent. Et ceux qui sont argent, ils veulent venir habiter. Et la mairie ne veut pas. Ils viennent, ils cassent. Mais le problème de la mairie, c'est quoi? Maintenant, la mairie, elle n'a aucun droit dans ce problème-là. C'est nous, et la justice qui nous a rendu, et il nous a donné aussi notre témoin en main. Mais du côté de la mairie, le discours est tout autre. L'administration locale affirme que ces terrains sont des propriétés publiques illégalement occupées. Elle évoque un projet d'aménagement urbain à venir pour justifier les expulsions. Il est consternant de constater que ces mêmes individus, depuis des années, revendiquent une propriété qu'ils savent bien ne pas leur revenir. Tentent aujourd'hui de monter une nouvelle cabale dans l'espoir de profiter indûment de certains des terrains dont ils étaient dépossédés par la justice. Certains de ces mêmes prétendus déguerpis ont abandonné Majoro depuis longtemps pour aller s'installer à Goudji, Tawakalna, et maintenant ils tentent
par des manœuvres sournoises, de faire renaître la même agitation dans notre arrondissement. Les deux camps restent campés sur leur position. Les habitants refusent de partir pendant que la commune a saisi la justice. Une plainte a été déposée avec à la clé une possible évacuation sous contrainte. En attendant, la tension ne faiblit pas. Un élément commenté par Djekorodem Armel. Autre chose dans nos provinces, le tribunal de grande instance de Para tourne une nouvelle page. Ce mardi, les autorités locales ont procédé à l'installation officielle des nouveaux magistrats. Une passation symbolique qui ouvre un chapitre important pour l'accès à la justice dans le sud-ouest du pays. Lircé Pierre et Rassam Mordim Leila. Dans la salle d'audience du tribunal de grande instance de Pala, une cérémonie sobre mais solennelle. Deux nouveaux magistrats prennent fonction. Nimane Nicolas, procureur de la République, et Ousmane Mohamed Saleh, président du tribunal. Après la lecture du décret présidentiel, le procureur sortant Mohamed Abdou Issa prend la parole. Il insiste sur les qualités essentielles à la fonction de magistrat: impartialité, intégrité, discrétion. Chers collaborateurs, magistrats, greffiers, officiers de la police judiciaire ou agents de la police judiciaire, administrateurs, si je vous ai heurté dans l'exercice de mes fonctions ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions, indûment, je m'en excuse. Le président sortant du tribunal, Mohamed Tahir Amlas, officialise à son tour la prise de fonction du nouveau procureur. Le procès verbal est signé, marquant le passage de témoins. Muté à Bangor, Mohamed Abdou Issa quitte ses fonctions après plusieurs années à Pala. À présent, Habiba Nguini nous fait le compilé de quelques informations qui ont marqué la journée. Regardez. Ce mardi 29 juillet 2025, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, Dr Abdoulaye Sabour Fadoul, a reçu en audience une délégation hongroise conduite par Laszlo Edouard Mat, envoyé spécial pour le Sahel auprès du ministère hongrois des Affaires étrangères et du commerce extérieur. Au centre des discussions, le renforcement du partenariat stratégique entre le Tchad et la Hongrie. Laszlo Edouard Mat a salué l'importance du Tchad comme un partenaire clé, tant sur le plan régional qu'international. Les échanges ont porté sur plusieurs axes de coopération, notamment l'économie, l'éducation, l'action humanitaire et la défense. En visite de travail au Tchad, la directrice Afrique du Fonds vert climat, Catherine Koufman, a été reçue ce mardi 29 juillet par le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Barkit Hassan Jamous. Il est accompagné par le président du conseil d'administration, l'ambassadeur Seyni Noufa, et de ses proches collaborateurs. Lors de cette rencontre, le ministre Barkit Hassan Jamous a fait un plaidoyer fort en faveur de l'accréditation de plusieurs institutions nationales. Parmi celles-ci se trouvent le Fonds spécial pour l'environnement, le Fonds national de l'eau et l'Agence de développement de l'environnement et du secteur rural. Ces entités nationales souhaitent accéder directement au financement du Fonds vert climat pour renforcer la résilience du pays face aux effets du changement climatique. N'Djamena abrite du 28 juillet au 1er août la réunion statutaire de la SECNA, à savoir la 155e session du conseil d'administration et la 75e réunion du comité des ministres de la SECNA. À ce titre, le directeur général de l'autorité de l'aviation civile ADAC, Ibrahim Guihine Dadi, participe depuis hier lundi 28 juillet 2025 à l'hôtel Radisson Blu en tant que membre du conseil d'administration de la SECNA. Aux travaux préparatoires du conseil d'administration, ces réunions statutaires revêtent une importance capitale pour le développement de l'aviation civile en Afrique et visent à renforcer la coopération sud-sud ainsi qu'à discuter des enjeux stratégiques liés à la sécurité de la navigation aérienne et à l'amélioration des infrastructures aéroportuaires. Au Tchad, le chantier du 3e pont du fleuve Chari peine à avancer. Lancé en 2019, le projet devrait être livré au 31 juillet selon le calendrier officiel. Mais sur le terrain, les retards sont évidents. Gambi Daniel et Guy Desdieux sont allés constater l'état d'avancement. Le rendu avec Ngenandom Sentia. Un matin sans embouteillage sur le pont de Chagua. Une exception dans cette zone où le trafic est souvent saturé.
Juste à côté, le nouveau pont sur le Chari prend forme lentement. À première vue, l'ouvrage ne sera pas livré à la date prévue. Il reste encore une chaussée à bitumer, des poteaux d'éclairage à fixer, du béton à couler. Bref, beaucoup à faire avant de parler de livraison. Comme ce conducteur de moto-taxi, beaucoup d'usagers attendent avec impatience ce pont censé désengorger la ville et relier plus facilement les quartiers du sud à N'Djamena Centre. Par rapport au délai fixé par le gouvernement, ils ont parlé du 31 juillet que la route doit être achevée, mais nous on constate que la route n'est pas encore achevée. Je pense que les travaux restent encore beaucoup à faire. Et comme beaucoup de gens qui partent, par exemple, au travail, ceux qui ont beaucoup de choses à faire, nous sommes obligés à passer par le petit pont et à chaque fois on a des embouteillages. Il y a toujours des embouteillages dans le petit pont, donc c'est difficile pour nous. Donc nous demandons à ce que l'entreprise doit finaliser le travail au plus tôt possible. Mais du côté de l'entreprise en charge des travaux, silence radio. Aucune explication sur les retards. Pourtant, le projet lancé il y a 5 ans devait initialement durer 18 mois. Objectif à l'époque, fluidifier le trafic et relier les deux rives du fleuve. Mais 6 ans plus tard, les promesses peinent à se concrétiser. En sport, à N'Djamena, la presse a troqué micro et stylo contre maillot et crampons. La finale de la 2e édition du tournoi Noubadoum Sotina a opposé ce samedi les télévisions privées aux médias en ligne. Un reportage de Gambi Daniel et Abakar Lambert avec le commentaire de Yves Ismaël. Le match démarre fort. Moins de 10 minutes après le coup d'envoi, les médias en ligne ouvrent le score, puis doublent la mise avant la pause. 2-0. En seconde période, les télévisions privées tentent de revenir, dominent mais peinent à concrétiser. Score final 2-0. Victoire des médias en ligne qui repartent avec le trophée. Malgré la défaite, les télévisions gardent le sourire. Un état d'esprit salué par le capitaine des vainqueurs. Nous dédions ce trophée que vous voyez à la famille de Noubadoum Sotina. Un journaliste ne meurt jamais, il vit parmi nous, que ce soit en esprit. Il est parmi nous, donc nous dédions ce trophée à la famille de Noubadoum Sotina. Et à tous les journalistes, je leur dis félicitations. L'équipe qui est perdante n'a pas démérité. On a eu en face de nous une équipe coriace qui nous a mis en difficulté, mais on a su tenir le rang. La présidente de la Hama salue cette initiative qui rend hommage à l'ancien journaliste Noubadoum Sotina, disparu il y a quelques années. Et voilà qui met terme à cette grande édition du soir. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme. À demain, Inch'Allah.